heureuse de vous retrouver pour le lecture en cours numéro 6. Voilà, le lecture en cours numéro 6. Et je m'excuse par avance si vous entendez des bruits de travaux, mais j'ai un voisin, enfin une voisine, ça fait 1 mois et demi qu'il fait des travaux, donc ça veut dire à peu près de 8-9 heures du matin jusqu'à 17-18 heures, hein, voilà. Et ça fait ça toute la journée et c'est impossible, c'est chiant. Et j'ai pas le choix parce que du coup il faut quand même que je tourne mes vidéos parce que je vais partir en vacances, donc c'est soit vous aurez 0 vidéo, soit vous avez bruit de fond. J'espère qu'ils vont se calmer, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que je mets ma caméra, ils se décident de marteler le sol. Je sais pas ce qui se passe, mais bon. C'est très très énervant. Voilà. Bon, donc du coup aujourd'hui on se retrouve pour le bilan lecture numéro 6. Donc j'ai tout cela, voilà, j'en ai 8. Donc j'ai quand même pas mal avancé. J'ai avancé Blue Exorcist, commencé Full Metal Alchemist, avancé Death Twisted of Amnesia et Before the Fall. Voilà, donc normalement il aurait dû en avoir 2 de plus, mais il n'y a pas eu le temps de les lire. Voilà, il faut bien que je filme les vidéos. Donc hop, j'ai en plus oublié mon calepin parce qu'ils m'ont tellement saoulé que voilà, il faut vraiment que j'arrive à tourner ces vidéos. Donc on commence avec les deux tomes, le tome 3 et le tome 4 de Blue Exorcist. Donc de Kazue Kato aux éditions Kazé. J'ai bien trouvé Kazue, Kazé, bon voilà, c'est rien. Donc le tome 3 et le tome 4, je vais vous faire des petits focus quand même sur les couvertures parce que Blue Exorcist a quand même de belles couvertures. Et vous avez donc toujours la page couleur, voilà. Il y a généralement un truc, voilà, j'adore les illustrations que vous avez sur le derrière de couverture. Donc là vous avez Shimi qui dit j'ai l'impression d'être déjà plus forte qu'avant. Et vous avez Rin en petit qui sirote un truc et qui dit ouais bah force pas trop quand même quoi, voilà. Donc j'adore vraiment ce qu'il y a sur les coups. Mais calmez-vous mon dieu. Bon, tout va bien. Donc voilà, donc vous avez le truc qui me sauve à chaque fois, c'est ça, hein, c'est un récapitulatif des personnages principaux, voilà, tous les personnages, leur nom, leur situation, et le résumé de ce qui s'est passé avant, et ça je trouve vraiment très très bien. C'est un truc, bon ça paye pas de mine comme ça, si vous les enchaînez les tomes vous vous en foutez, mais quand vous avez des tomes qui sortent tous les 1 an ou tous les 6 mois, bah, rien que vous remettre les histoires, ah oui c'est vrai il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça, vous n'êtes pas obligé de vous refartir tous les tomes pour vous souvenir de la série. Au niveau graphisme, on est sur quelque chose comme ça, donc vraiment très sympa, je vais essayer de refaire le focus. Hop. Voilà, donc moi je kiffe vraiment les graphismes. Voilà, donc hop, un personnage dont je vais parler juste après. J'aime vraiment beaucoup les graphismes de Blue Exorcist. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Hop, donc on passe au tome 4 avec donc Mephisto en couverture. Pas un personnage, je l'aime pas, mais je le déteste pas non plus. Enfin, je ne l'aime pas, mais je le déteste. Ouais, vous avez compris. En gros, je suis mitigée sur ce personnage. Voilà, bon bah les graphismes ne changent pas d'un tome à l'autre. Hop, on refait le focus. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe dans ces 2 tomes? Et bien pour moi, c'est vraiment le début de Blue Exorcist. Parce qu'en fait, les 2 premiers tomes sont vraiment très sympathiques. On annonce, voilà, Rin, qui est donc le fils de Satan, qui a les flammes démoniaques, tout ça, mais il doit être caché, mais il veut devenir exorciste. Et on a Yukio qui est exorciste. Alors, un truc que j'adore dans Blue Exorcist, c'est la relation de Yukio et de Rin. Parce que juste, elle est tordante. Mais elle est vraiment tordante. Donc je vais vraiment expliquer ce qui se passe et pourquoi je trouve que c'est le début du Blue Exorcist. Donc déjà dans le tome 3, donc le père Fujimoto, enfin le père de Rin, donc de Rin et de Yukio, faut jamais l'appeler Yukio, ça fait pas. En fait tout simplement il avait un démon, un familier démon, c'était un cat size. Et en fait, le jour où le cat size, sans faire exprès, les gardiens lui apprennent la mort de son gardien, il pète un câble et c'est Rin qui va le calmer. Et j'ai adoré cette scène parce que Yukio lui dit mais serre-toi de ta tête, Rin, arrête de foncer dans le tas. Et Rin fait exactement ce qu'il lui dit, voilà, il écoute son grand frère, du coup il fout un coup de boule au chat. Bah, il s'est servi de sa tête, hein, dans un sens, on peut pas le blâmer. Donc voilà, il y a ça, et surtout, il y a la rencontre avec un seigneur démoniaque, et voilà, déjà un rencontre avec un des seigneurs démoniaques, alors il me semble qu'il y en a 7.
Je dirais comme ça qu'il y en a 7, mais je suis pas totalement sûre. Et donc c'est Aemon. Alors il me semble que c'est le Seigneur de la Terre, mais alors là non plus je suis pas du tout sûre. C'est de vagues souvenirs des tomes qui suivent, mais je suis pas totalement sûre. Et donc en fait on va arriver, alors on va arriver. Juste avant on découvre, enfin voilà, vous avez le groupe d'aspirants exorcistes, tout ça, et on découvre que dans ce groupe là en fait il y avait Shura Kirigakure, on va l'appeler Shura, qui est une exorciste de niveau supérieur 1, c'est-à-dire qu'en fait vous avez aspirant, moyen, 1, en gros supérieur 1 c'est vraiment balèze quoi. Et en fait elle est là pour surveiller Rin et en fait elle va devenir sa tutrice, enfin pas sa tutrice mais sa... En plus ils mettent pas à réfléchir que ceux qui sont là-haut, hein, c'est merci. Il l'aide à... Il va l'entraîner à l'épée en fait, voilà. C'est ce que je cherchais, voilà, il va l'entraîner à l'épée. C'est son père, alors c'est la disciple du père Fujimoto. Si je me loupe en plus, c'est n'importe quoi. Donc c'est vrai, c'était sa disciple et en gros il lui a demandé un service en disant est-ce que tu pourras l'entraîner au sabre et tout ça, et puis que c'est une experte en sabre magique. Voilà, et on commence, et on arrive en fait sur le camp d'entraînement, c'est-à-dire que bon, c'est les vacances d'été, et pour les exercices, c'est un camp d'entraînement, ils doivent trouver des lanternes, bon, le camp normal. Tout se passe bien. Alors déjà à la fin du tome 3, donc là je vais un peu vous spoiler les tomes 3 ou 4, enfin, pas énormément de spoil, mais un petit peu la fin du tome 3. Rin, pour éloigner des insectes de chimie, utilise ses flammes bleues. Vous savez, je vous rappelle quand même qu'il est censé les cacher, hein. Et tout simplement, bah, il y a quelqu'un qui arrive, donc il me semble que c'est Guruji, qui arrive et qui fait bah, qu'est-ce qui se passe, voilà. Donc on se finit sur est-ce qu'il a vu les flammes ou est-ce qu'il les a pas vues. Ça change pas forcément qu'il les ait vues ou pas, parce que tout simplement dans le tome 4, donc alors son nom pour aller l'écorcher est Ménon, et bien les attaque tout simplement, et Rin il en a ras-le-bol de cacher qu'il est le fils de Satan, Dieu m'en bat les steaks, il écoute pas du tout son frère, il dégaine son sabre, et il y a des flammes bleues partout. Voilà, alors flamme bleue c'est totalement synonyme de Satan, donc là vous avez les autres exorcistes qui sont là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il croit? Et Rin il est en mode, bon c'est le bisounours pareil, alors il faut savoir que dans nous il y en a quand même qui sont, qui sont des descendants, des survivants de la nuit bleue. Alors la nuit bleue, il me semble qu'en fait, il me semble que c'est bien la nuit bleue. En fait, c'est un moment, il y a 16 ans, et ben Satan a pris quasiment possession de tous les prêtres qu'il y avait, de beaucoup d'exorcistes, et les a tués en fait. Et c'est pour ça qu'on appelle la nuit bleue. Donc, déjà, ils sont pas très pour. Ceux qui aiment pas les démons, autant vous dire que ça a pas fait l'unanimité. Hein. Au sein du petit groupe, ils étaient là. Toi, je te retiens, quoi. Toi, ça va mal finir. Donc voilà, donc là c'est vraiment le début parce que c'est bon là, ils savent que Rin est un fils de Satan. Voilà, c'est bon là, ils sont au courant, on va démarrer dans le truc. Il y a une scène, il me semble que c'est dans le tome 4, que je vais vous la sortir parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Voilà, je l'ai trouvé. Donc en fait, Shura, donc va essayer de faire contrôler ses flammes à Rin, et puis donc il s'entraîne Shura et Yukio à un truc genre il y a des balles qui lancent sur eux et ils doivent les toucher. Et en fait normalement Rin est tellement absorbé qu'il laisse échapper ses flammes et ça finit comme ça. Voilà, il a tout brûlé, hein, sauf le survêtement, et Yukio il fait mais enfin Rin, qu'est-ce qui te prend? Et je trouve cette scène trop mignonne et trop drôle, voilà. Donc voilà, j'aime beaucoup pouvoir faire les focus, parce que je fais des focus mais je fais pas des focus. Je dis n'importe quoi, c'est des travaux. Voilà. Tout va avec l'excuse des travaux, hein, les trous de mémoire et tout ça. Non, c'est pas du jeu. Donc voilà, donc moi je trouve que il faut savoir qu'il y a un starter pack de Blue Exorcist. Et si vous devez commencer Blue Exorcist, commencez les 4 premiers tomes d'un coup. Parce que c'est vraiment au tome 4 que je trouve que ça prend vraiment de l'ampleur. Parce que voilà, le fait que tout le monde sache qu'il soit Satan, c'est un truc que je pensais vraiment que quand j'ai eu les premiers tomes, j'étais en mode si c'est pour finir sur 7 tomes, que sur 16 tomes on ne doit pas découvrir qu'il est Satan et tout ça, genre avec des signes méga évidents mais que personne ne comprend, ça m'aurait un petit peu saoulé. Mais bon là ça va, donc j'ai hâte de me relancer dans la suite. Hop. Ensuite, on entame un monument. Et là, je insiste sur le terme monument. Il s'agit des 2 premiers tomes de Fullmetal Alchemist.
il y a eu 2 animés, c'est-à-dire qu'il y a eu Fullmetal Alchemist et Fullmetal Alchemist Brotherhood. Le premier c'est un petit peu, ça suit un petit peu mais pas trop, et Brotherhood colle vraiment en manga. Et mon dieu, ça faut absolument que je me le finisse. Donc de Hiro Arakawa aux éditions Kurokawa. Il aime pas Fullmetal Alchemist là ou quoi? Bon, très bien. Et c'est vraiment juste, pour moi c'est un monument parce que j'ai jamais fini l'animé, mais j'adore l'animé, c'est un petit peu bizarre, mais c'est un tic que j'ai, c'est quand j'adore un truc, mais des fois je le finis pas. Et quand j'ai vu que j'ai eu pas très cher les 5 premiers tomes, je peux vous dire que j'ai tout de suite craqué. Donc il y a 27 tomes de ce manga et je vais me les procurer parce que c'est juste génial. Il faut savoir qu'en fait c'est un manga d'action, mais l'humour qui règne dedans est juste splendide. Et juste splendide. Donc si les Chara Design vous dit quelque chose, récemment il y a leur The Heroic Legend of Arslan qui sort et qui est donc du même auteur. J'ai un peu moins accroché à l'animé de Arslan, donc je ne sais pas si je me procurerai le manga un jour. Mais bon. Hop. Donc pour les graphismes, c'est vraiment quelque chose de très sympa. Je sais pas si vous verrez bien en fait, parce que j'ai essayé de faire un focus, mais d'après ce que je vois dans la caméra, c'est pas trop focus. Voilà. Donc là, bon, c'est des anciens. Enfin, je dirais c'est l'ancienne édition, il n'y a pas de page couleur, hein, voilà. Vous avez des petites pages, mais pas de page couleur. Hop. Donc du coup, que dire sur ça? Voilà. C'est vraiment un truc que je peux vous conseiller, Fullmetal Alchemist. Je ne connais pas la forme, mais le début est juste énorme. Donc bah, ça va nous parler d'alchimie. Évidence totalement. Donc en fait, pour l'histoire, donc je vais très rapidement résumer parce que c'est tellement connu que je pense que je n'ai pas vraiment besoin de résumer. En gros, on a Ed et Al, donc Edouard et Alphonse, qui ont un petit peu merdouillé avec l'alchimie. Donc il y en a un qui se retrouve avec un bras et une jambe en moins et l'autre il a plus de corps, il est dans une armure. Donc leur but est de trouver la pierre philosophale qui permet de faire l'alchimie sans échange équivalent. Donc voilà, c'est ce qu'ils veulent faire. Mais en fait, voilà, il se passe tellement de choses. Et juste les... Voilà, pour ceux qui ont vu, qui ont lu, alors ça m'a beaucoup plus touché à l'animé, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que je l'ai revu 15 000 fois cet épisode. Nina, l'épisode, enfin l'arc un petit peu de Nina, la petite fille et du chien. Voilà, si ça vous a pas touché, parce que moi voilà, ça m'avait fait... Ça m'a pas fait craquer, mais franchement j'étais vraiment mal devant cette scène. C'était vraiment chaud. Et voilà, et en fait on a un arc glauque et passage super drôle. Donc là en plus on a le grand méchant, je sais plus comment il s'appelle, mais en gros il y a un grand méchant, il a une croix comme ça et il utilise la chimie bien. Et ce qui me fait vraiment rire, alors je vais vous dire une scène qui se passe dans le tome 2, donc vous avez le Fullmetal Alchemist parce qu'il a des bras en acier, et vous avez par exemple l'alchimiste de flamme, le Flamme Alchemist, donc Ron Mustang qui est le colonel. Et en fait, donc vous avez le grand méchant qui, je sais plus pourquoi, mais il avait attaqué Ed. Et vous avez le Flamme Alchimiste qui est là, je vais te réduire en poussière. Et là vous avez, alors il me semble qu'il s'appelle Rita, qui lui fout une balayette, qui le fout au sol et qui sort son âme, qui fait non mais colonel, je vous rappelle qu'il pleut là, vous êtes inutile quand il pleut, vous êtes là. Genre, c'est parti pour une scène méga badass. Et là il est là, je suis impuissant. Et j'étais juste trop mort de rire devant cette scène parce qu'elle lui a foutu la balayette de sa vie, elle l'a foutu sur le côté, elle dit t'es inutile, dégage. C'est limite ça, j'ai adoré. Voilà, donc je suis pas sûre que j'ai besoin de plus parler sur Fullmetal Alchemist. Dessin super, histoire au top et humour méga trop bien. Bon, voilà, on va faire des phrases comme on peut. Hop. Donc je vous rappelle qu'il y a 27 tomes et c'est fini en 27 tomes. Hop. C'est bien, j'avais noté plein de choses et en fait j'ai dit pas mal de trucs qu'il fallait pas. Hop. Ensuite, on passe à Ducks Maiden of Amnesia, le 5, le 6 et le 7. Donc c'est une série de Maybe éditée chez Dark Kana et c'est dans 10 tomes. Donc là. Alors, cette série, alors il y avait un moment un starter pack que j'ai vu, mais bon, moi je l'ai pas du tout vu quand j'ai vu en magasin, mais peut-être que vous pourrez le trouver. Donc c'est un truc, vous avez le 1, le 2 et le 3 sous plastique. Donc voilà, donc juste on va faire un gros focus sur les couvertures qui sont toujours splendides. Oui le chat, moi aussi je t'aime. Il y a mon chat qui peut me passer entre les jambes. Voilà, vous avez toujours les pages couleurs, enfin la page couleur. Et
voilà, j'adore ce manga. Hop, je vous montre un petit peu les graphismes qui sont vraiment très sympathiques. Donc ça c'était pour le tome 5. On a ensuite le tome 6. Voilà, là vous avez une quatrième de couverture parce que l'autre vous n'avez pas vraiment un dessin. Au niveau de la page couleur, hop, voilà. Et, hop. Et il me semble que voilà, vous en avez une toute mignonne. Hop. Oui le chat, je te ferai sortir à... Il est en train de faire des câlins au pied de la caméra, mais c'est n'importe quoi ce chat. J'en peux plus. Hop. Et le tome 7. Voilà. Juste mon préféré. À chaque fois qu'il y a une couverture bleue, de toute façon je craque. Donc faut pas chercher plus loin. Donc hop, pour les pages couleurs. Et hop, pour l'autre page couleur. Donc voilà. Donc, Tox Maiden la femme déjà, je pense qu'on peut mettre un point sur les couvertures qui sont sublimes, les dessins qui sont vraiment bien et l'histoire. Tox Maiden of Amnesia, c'est quelque chose que je pense que je me relirai les 10 tomes quand je les aurai tous, parce qu'il y a quand même des choses que j'ai un peu du mal à lier, en sachant que j'ai eu pas mal de... Enfin là je suis les 3 d'un coup parce que j'ai reçu les 3 d'un coup, mais le 4 il date d'il y a quelques mois il me semble, voilà, et le 1 date d'il y a 10 000 ans. Et c'est quelque chose qui je pense mérite d'être vraiment lu un peu comme je vais me relire Spice in Wolf, mais oui, Silence Voice quand ça va sortir pour vraiment bien me remettre toute l'histoire en tête. Mais là on a quand même des graphismes qui sont magnifiques et donc de mes vies on a des couvertures splendides et on a une histoire qui tient la route. Ce qui est assez rare, donc pour vous rappeler, Tox Maiden of Amnesia c'est principalement des histoires de fantômes et découvrir le passé de Yuko. Et donc c'est Taichi, quelqu'un qui peut voir les fantômes qui donc voit Yuko et il y a vraiment un truc qui se crée entre lui et Yuko, ils sont amoureux, voilà. Amoureux d'un fantôme, c'est bizarre mais tout le monde s'en délire. Donc voilà. Donc dans ces tomes là il y a vraiment, alors surtout la fin du tome 7 qui se passe un truc de ouf. Dans le tome 5, alors voilà, il y a Yuko Kiroshima, donc il n'est pas la Yuko fantôme, c'est une Yuko humaine, mais du coup vu qu'elle s'appelle Yuko, et bah, tout le monde a fait des brimades et du coup elle a refait des siennes avec des histoires de fantômes et ça a failli lui coûter très très cher et je trouve que dans ce tome là on voit vraiment que la peur humaine peut aller très très loin. Voilà, les croyances, quand tu crois à quelque chose tu peux y aller mais tu t'en fous des conséquences quoi. Hop. Dans le tome numéro 6, on a l'escalier à 13 marches qui est donc l'un des mystères de l'école. Et on a surtout la grand-mère de Kiri, donc qui est le personnage, voilà, qui est ce personnage là, qui est en fait l'autre personnage, c'est l'autre humain qui peut voir Yuko, c'est-à-dire qu'il n'y a que Taichi et Kiri qui voit Yuko. Et en fait, pour petite info, Kiri, en fait, donc la grand-mère de Kiri est l'administratrice de l'école, mais c'est aussi la petite sœur de Yuko. Voilà, du Yuko fantôme. Vous voyez les liens directs totalement what the fuck. Et en fait, Yuko n'arrive pas à faire face à son passé, même si Taichi lui demande. Donc ils vont être un petit peu en froid, voilà. Ça va être un tome un petit peu particulier, il est vraiment très sympathique. Il y a petit chapitre sympa, mais c'est vraiment le principal, c'est que Yuko n'arrive pas à accepter son passé pour l'instant. Et c'est vraiment quelque chose de très important qu'elle accepte son passé. Et dans le tome 7, alors dans le tome 7 que je me souviens, voilà, donc je vous dis pas tout ce qui se passe dans le tome 7, mais surtout la fin, qui est donc le cliffhanger, c'est tout simplement que la grand-mère, donc l'administratrice de l'école, a dit que ça suffit. Et qu'elle a décidé de détruire le bâtiment, l'ancien bâtiment, et c'est là où repose le corps de Yuko. Donc logiquement, détruire le bâtiment, détruire le squelette de Yuko, je pense que ça reviendrait à la faire disparaître et du coup c'est un peu en cas d'extrême urgence. Voilà, donc c'est un peu ce qui se passe, je vous révèle pas tout mais c'est vrai que c'est quand même très très important ce cliffhanger et j'ai pas le tome 8 malheureusement. Donc voilà, donc pour l'instant c'est toujours une bonne série de Tox Maiden of Amnesia. Je sais que certains n'ont pas réussi à accrocher mais moi ça va, je tiens plutôt bien les histoires de fantômes, ça me kiffe bien. Puis les graphismes sont vraiment bien et je me dis qu'en 10 tomes, voilà, c'est pas non plus la mort, c'est pas comme si je me lançais dans une série de 15 000 tomes. Ouais, je vais commencer sur 25, puis 27, puis 15 000, tout va bien. Donc voilà, donc je vous recommande, c'est vraiment superbe ces volumes là. Avec les travaux, je ne sais plus où j'en suis, si j'ai dit tout ce que je voulais dire ou pas, mais bon, du coup, on passe à L'attaque des titans Before the Fall, le tome 4 chez Pika Édition, l'histoire originale d'Hajime Isayama, d'après le roman de Ryo Suzukaze,
le dessin de Satoshi Shiki et le character design de Torres Shibamoto. Voilà. Donc Before the Fall, voilà. Je vais vous montrer les couvertures. Enfin, on n'a pas vraiment de... Si, il me semble... Je ne sais plus ce que je dis. On a une page couleur, vous avez des bulles en couleur, vous avez magnifique page couleur. Et de nouveau des bulles en couleur. Voilà, avec un résumé des personnages et tout ça. Et voilà. Après vous avez les événements, donc le résumé des événements qui est quand même assez gros. Tout ça. Au niveau graphisme, on est quand même sur un truc qui est vraiment sympa. Hein, je vais pas vous mentir parce que je lis les scans de Shingeki et j'espère vraiment pouvoir me les acheter bientôt. Et on est quand même sur quelque chose de radicalement plus joli graphiquement. Hein. Après, je vous dirai si vous avez envie de monter dans Shingeki, choisissez quand même la série originelle. Voilà. Donc hop pour les graphismes. Maintenant, parlons-en un petit peu. Donc, dans ce tome-là, ils sont prisonniers, enfin, Kiroko est prisonnier avec un certain Cardinal Bowminster qui, lui, dit être là pour un conflit politique et que du coup, il est innocent, mais il s'est quand même fait emprisonner. Ils sont un petit peu condamnés à mort parce qu'en fait, l'armée va tout simplement envoyer un chariot avec eux ligotés dedans dans le territoire des titans, donc c'est sûr à 2000% que ligoté, tu vas te faire bouffer par un titan. Grâce à de l'aide extérieure et grâce à Carla qui en fait a vraiment beaucoup insisté et beaucoup parlé avec comment il s'appelle, oui, Carlo Picker en fait tout simplement, qui est donc le chef, le capitaine du bataillon d'exploration actuellement, donc celui qui avait déjà sauvé Kiklo au temps précédent, va les aider et en fait tout simplement ils vont s'évader. Alors ils vont s'évader, mais le souci c'est qu'ils ne peuvent s'évader qu'une fois qu'ils sont en dehors du mur. Et là, le souci, c'est qu'ils sont en territoire des titans, et vous devinez 10 000 fois ce qui va se passer, ils vont être pourchassés par les titans. Donc ils sont deux, ils sont contre les titans. Il va s'en suivre un fight totalement épique contre des titans, mais juste, voilà. Alors des fois, c'est pas très clair, c'est quelque chose que je pourrais reprocher. Alors, pile exactement cette scène-là, j'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai un petit doute, mais j'ai toujours pas compris ce qui s'est passé, pourtant je suis restée buggée sur la scène. C'est vrai que des fois, dans les fights, c'est un petit peu... tu comprends pas trop ce qui se passe, mais bon. Vraiment un fight épique qui se passe contre des titans. Il y a même des titans qui vont jeter d'autres titans. Genre catapulte. Tout va bien. Tout va tout à fait bien. Et ils vont réussir à s'en sortir parce que donc quelqu'un les attend au-dessus du mur pour essayer de les sauver. Et il va réussir à les sauver grâce au dispositif. Le dispositif, qu'est-ce que c'est? Le dispositif, c'est la seule chose qui a permis de tuer un titan aujourd'hui. Et si je vous montrer le dispositif, voilà, normalement ça devrait carrément vous dire quelque chose. Hein. Voilà, c'est le dispositif. Donc c'est bien pour ça que ce manga m'intéressait, parce que là, le dispositif n'a pas de nom en fait. Dans Shingeki no Kyojin, donc là l'œuvre originale, c'est... je sais même pas comment il s'appelle, le dispositif de manœuvre tridimensionnelle, la ceinture tridimensionnelle. Bon, en gros c'est un nom, c'est utilisé par tous les soldats. Là il n'y en a qu'un seul, et c'est vraiment le mystère total. Donc moi je me demande vraiment comment est-ce que maintenant tout va se jouer en fait, parce que tout va se jouer avec ce dispositif, on le sait très bien par rapport à l'œuvre originale, mais comment est-ce que ça va se faire, parce que je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez important à savoir. Donc voilà pour ce petit tome de Before the Fall qui je trouvais très sympa. Voilà, surtout fight. Voilà, je pense qu'on peut résumer une grosse partie du tome en disant le mot fight. Donc voilà, c'était tout pour ce lecture en cours numéro 6. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que les travaux n'auront pas fait trop de bruit. Mais bon, j'avais pas trop d'autres choix, donc je verrai au montage, j'essaierai de régler ça comme je peux, mais ça risque d'être compliqué. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne journée. Je parle n'importe comment. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me suivre sur Twitter et sur Facebook, à laisser un commentaire, à laisser un pouce bleu. Voilà, faites-vous plaisir et j'espère vous revoir sur une prochaine vidéo. Ciao!